BX1+. 12h-14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. Bonjour Marcel Sel. Bonjour Fabrice. Alors vous êtes polémiste, vous êtes auteur, vous participez notamment à l'écriture de Votez pour moi le matin sur Bel RTL et vous êtes romancier. C'est le romancier qu'on va recevoir aujourd'hui pour Élise. Élise, c'est donc le nouveau roman, c'est le deuxième que vous publiez. Le premier avait quand même assez bien marché, avait eu de très bonnes critiques, ça s'appelait Rosa. Première question, est-ce qu'il y a une filiation entre Rosa et Élise? Est-ce qu'Élise est la suite de Rosa ou c'est plus compliqué que ça? C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une filiation dans le sens où j'ai voulu prolonger les thèmes que j'avais déjà abordés dans Rosa et aussi travailler plus sur le style et la chronologie comme je l'avais déjà fait sur Rosa, mais en le relisant après j'étais resté moi-même sur ma faim. Donc et par ailleurs il y a un personnage qu'on retrouve dans les deux romans, mais c'est un personnage secret, faut le trouver, faut le repérer. Alors on va raconter en quelques mots l'histoire. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un Français qui a été prisonnier de guerre en Allemagne, il s'appelle François, le Franzosen François, et il est un petit peu omnibulé par un Heil Hitler qui a été prononcé par Élise. Donc c'est le personnage central, Élise. Élise, c'est l'amour de jeunesse de François. Pourquoi est-ce qu'elle a dit Heil Hitler et pourquoi est-ce que c'est si étonnant qu'elle ait prononcé ces paroles, Élise? Parce qu'au moment où elle le dit, donc on est le 27 janvier 1945, et au moment où c'est la toute fin de la guerre. C'est la toute fin de la guerre. Elle est donc tout ça se passe en Prusse orientale, donc tout au bout de l'Allemagne, même au-delà de la Pologne. Et les Russes viennent d'arriver. Ils se sont emparés d'une quinzaine, de 14 femmes à qui ils ont fait subir les derniers outrages. Et donc c'est la première scène du roman. Elle est quand même particulièrement insoutenable. Elle est difficile, mais ça je l'ai voulu parce que je crois qu'il faut rentrer quand même. Donc c'est une scène de viol collectif. C'est quand même assez horrible ce que vous décrivez. C'est assez. J'ai plusieurs opinions. Certains disent que c'est très très difficile à lire, d'autres l'ont lu plus facilement. Mais j'ai voulu le faire pour que le lecteur comprenne jusqu'où ça peut aller. S'il parvient à finir le premier chapitre, il n'aura plus de surprise. Ce sera moins dur après. Oui, et puis d'autre part, moi j'estime qu'on ne peut pas parler du viol en termes aseptisés. Il faut le dire, il faut dire les choses, il faut dire comment ça se passe, il faut dire ce qu'une femme peut ressentir à ce moment-là. Voilà. Et donc, à la fin de son viol, elle est face au soldat russe qui va l'exécuter, et là elle crie Heil Hitler, et François est témoin de ce cri, et il ne le comprend pas parce non seulement il est persuadé d'avoir dénazifié, mais en plus elle lui a dit un jour, une nuit au lit, elle lui a dit qu'il fallait éliminer Hitler, donc il comprend pas ça. Et 40 ans après, quand sa femme a il a après rencontré une autre femme, disparaît ou s'en va, on ne sait pas trop, je vais pas tout divulgacher, il décide de refaire ce chemin pour essayer de comprendre pourquoi il a pousser ce cri. Voilà. Donc c'est l'histoire d'une quête. Essayez de comprendre. Alors comme dans Rosa, on parle du nazisme. Alors Rosa, c'était plutôt le fascisme en Italie. Là, on est en Allemagne. On fait des allers-retours entre l'Allemagne nazie, l'Allemagne communiste, en Allemagne de l'Est, et il y a même des petits passages par la Pologne. C'est une histoire de lieu aussi, parce que chaque chapitre, c'est le nom d'un village ou d'une ville. C'est quoi? C'est un voyage. C'est un voyage à la fois dans l'espace, à la fois dans le temps. C'est ça que vous avez essayé de tricoter. Ce sont des oppositions de points de vue, en fait. On a son point de vue à elle, on a le point de vue d'Élise, on a le point de vue de François, et puis on a le point de vue de 1945, et même avant, on a le point de vue de 1940, et le point de vue de 1985, où l'Allemagne, en fait, est restée une dictature. Est-ce que ça veut dire que vous mettez sur le même pied d'égalité ce qui s'est passé en 39-45 avec les nazis et ce qui s'est passé avec l'Allemagne communiste ou les systèmes d'inspiration soviétique, pour faire un petit peu plus large, dans les années 60, 70, 80? Je mets pas ça sur le même pied. Ce que je mets sur c'est pas le même totalitarisme, mais ça n'a pas eu les mêmes effets quand même. Exactement, mais c'est ce que j'explique. Je pense que c'est assez clair. D'ailleurs, il y a un paragraphe où je dis que la différence, c'est que
on a une dictature qui glorifie la mort, on en a une qui glorifie la vie. C'est ça qui est fondamentalement différent, mais ça reste deux dictatures, et quelque part, j'essaye de rappeler quel bonheur nous avons de vivre dans une démocratie et d'essayer de faire comprendre ce que c'est une dictature, qu'elle soit communiste ou bien pire encore, nazie. Ouais. Alors, Élise, elle est goûteuse pour Hitler. Les goûteuses, ça a vraiment existé. Vous êtes parti d'un fait réel, en fait. Alors, non, je suis parti d'un témoignage. Moi, j'ai toujours un doute sur l'existence de ces goûteuses, pour plusieurs raisons. Mais je suis parti d'un témoignage. Non pas pour écrire le roman. Le roman, j'avais déjà prévu d'écrire un roman sur justement cette Allemagne, pour essayer de faire comprendre l'allemand dans le nazisme, perdu dans le nazisme, et puis ensuite cet Allemand ou cette Allemande qui de 1933 jusqu'en 90 est resté dans une dictature. Donc ils n'ont connu que ça depuis 1933, des dictatures successives. Et puis je suis tombé sur cette histoire de goûteuse. Il y a d'ailleurs un roman qui a été écrit uniquement sur le personnage de la goûteuse, Margot Wölk, qui a témoigné, qui avait plus de 90 ans. Et il y a une question à laquelle elle a répondu, à mon avis, de façon un peu étrange, quand on lui a dit que sont devenues les 14 autres goûteuses, puisqu'il y en avait 15. Élise est censée être une des 14 autres goûteuses. Elle a dit, elles ont toutes été exécutées par les Russes. Et comme je connais... Et ça, c'est le point de départ de votre imagination pour écrire Élise. Voilà. Ouais. On va marquer une pause, Marcel Sel. Et alors, on demande à chaque invité dans cette émission de mouiller un petit peu le maillot. C'est pas de la promo gratuite, on vous demande de participer. Et la manière dont vous allez participer, c'est de nous lire un paragraphe d'Élise juste après la page de pub. D'accord. BX1+. Toujours plus d'actu. Les monstres continuent à aller d'une table à l'autre, enjambant le cadavre d'Hertha comme si c'était normal ou banal. Élise comprend que son propre sort est déjà scellé. Elle sera l'une des prochaines sacrifiées. Aucune de nous n'en sortira vivante. Ses yeux sont secs pourtant, c'est peut-être trop tard pour pleurer, et la mémoire n'a plus beaucoup de temps. Alors elle se laisse entraîner par le torrent de ses souvenirs qui l'emmène à Rastenburg en 1938. Elle déboule en danseuse sur la rue d'Altenburg, sur la place du Nouveau Marché, le Neuer Markt, ralentit pour regarder les quelques jolies berlines alignées au centre de la place, puis arrête son vélo quelques instants devant la vitrine de Leibholz, le temps d'envier les beaux tissus exposés en corolle venus de Berlin ou de Vienne. Elle repart dans la Ritterstrasse, la rue du Chevalier, arrivant quelques coups de pédale sur la place du Vieux Marché, l'Alter Markt, et laisse son vélo mourir en roue libre au pied d'une bâtisse haute, large et fière, qui domine ses voisines de son fronton masculin et triangulaire, les fenêtres soulignées de fines guirlandes de pierre sur lesquelles le simple mot « apothèque » s'affiche en grandes lettres modernes, à côté d'un aigle carré et martial. Cette pharmacie est si connue dans la région qu'elle n'a plus besoin de préciser qu'elle s'appelle Adler Apotheke, pharmacie de l'aigle. Marcel Sel, donc un extrait de Élise pour vous donner envie de le lire. Allez, on a Élise qui aime ou déteste les nazis. On a François, dont il est assez clair qu'il, sans adorer les nazis, il s'est quand même accommodé de sa captivité en Allemagne. Plus les gens que... Oui. Est-ce que ça veut dire que soit tous vos personnages, ils souffrent un peu d'une sorte de syndrome de Stockholm, soit qu'on est tous plus ou moins dans l'ambivalence quand on est plongé dans une époque qui est extrêmement violente, totalitaire, pour reprendre l'expression, mais que finalement on est un petit peu oppressé de toutes parts et finalement on finit par ne plus nous-mêmes savoir où est le bien, où est le mal. C'est ça l'idée ? Oui, je pense que c'est ça l'idée, et ça correspond à pas mal de témoignages, notamment de prisonniers de guerre que j'ai lus, où pendant les 6 premiers mois, il y a vraiment uniquement la nostalgie, au point que, par exemple, ce dont je parle, c'est l'impossibilité du désir. Ils ont des jeunes femmes, beaucoup de jeunes femmes d'ailleurs, qui sont seules, puisque leurs maris ou leurs petits amis sont au front, mais ils n'ont aucun désir pour elles. Ils sont privés de ce désir par justement le fait qu'ils sont coupés de leur pays. Et puis finalement, à un moment donné, leur sort
leur sort finit par se lier. Ils travaillent ensemble. Il y a une certaine bienveillance envers les prisonniers français, puisqu'ils sont plus considérés vraiment comme des ennemis. C'est des ennemis, mais en même temps, ils sont alliés, puisque Pétain a pris le pouvoir, ce salopard. Bref. Et donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que l'être humain, quand il est soumis à ce genre de totalitarisme, de dictature, mais il y a la vie, il y a l'amour, il y a le besoin de travailler, il y a le besoin d'élever ses enfants. Donc on fait des compromis, la pulsion de vie l'emporte. Oui, les gens qui disent, est-ce que tu aurais été résistant? Est-ce que tu aurais caché des juifs? Et j'entends des gens qui répondent, oui, moi oui, mais non. Franchement, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question parce qu'on n'y est pas. Et j'essaye d'y retourner. 434 pages, Marcel Sell fait jamais court. Hein. Oh, ça va, 434 pour un roman. Je viens de lire Le cœur de l'Angleterre, c'est 548. Rosa, Rosa, vous aviez eu des prix, un certain nombre de prix, notamment des prix de la jeunesse, etc. Vous n'étiez pas passé très très loin du prix Rossel, dit-on. Vous avez envie d'avoir un prix avec Élise, ce serait important pour vous? C'est toujours important pour la reconnaissance, et puis on est écrivain, donc il y a aussi une question commerciale qui se pose, donc effectivement ça joue toujours, mais j'insiste pour dire que quand on gagne un prix, ça ne veut pas dire qu'on est le meilleur ou meilleur. On a simplement été lu, on a mieux rencontré un jury. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ça s'appelle Élise, c'est donc ça peut être lu comme une suite ou un épisode supplémentaire de Rosa, mais ça peut aussi être lu sans avoir lu Rosa. Ouais. C'est aux éditions On Lit, c'est donc le second grand roman de Marcel Sell, et qui nous replonge donc dans les années 40 et puis après dans l'Allemagne communiste. Merci Marcel Sell d'être venu parler. Merci Fabrice de m'avoir invité.